merci beaucoup aux EDC, merci au Collège des Bernardins. C'est une longue histoire entre Challenge et le Collège des Bernardins, un peu plus récent avec les EDC, mais je voulais dire que Challenge était extrêmement fier d'être partenaire de cet après-midi. Il y a presque, on a osé le mot conversion, il y a presque un côté un peu christique de prêcher le bien commun dans une journée comme celle-là, où voilà, c'est un peu extraordinaire dans le sens littéral du terme. Il y a eu un événement pour moi ce matin, c'est la publication dans Les Échos et la Tribune, je crois, d'une tribune qui était signée par les différents intervenants de la table ronde. Alors les plus anciens se rappellent peut-être qu'en 1972, il y a un grand patron qui s'appelait Antoine Riboud qui avait prononcé un célèbre discours, sans doute le plus célèbre, Antoine, à Marseille, oui, le discours de Marseille, des assises de Marseille d'Antoine Riboud, en 72, où il disait que la responsabilité des entreprises ne s'arrêtait pas aux portes des usines. On voit maintenant qu'on va bien au-delà des portes des usines. Vous le constaterez en lisant cette tribune donc, signée à la fois de la Fondation Entreprendre des EDC et des deux principales organisations patronales françaises, de leurs patrons. C'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, je ne résiste pas à la tentation de vous lire un tout petit extrait. Philippe, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. J'ai fait une... Alors j'espère que ça va marcher. Voilà. Dans un monde en profonde mutation, marqué par des tensions grandissantes entre ceux qui promeuvent la transformation et ceux qui s'en sentent les victimes, confrontés au défi de l'exclusion des plus fragiles, de la recherche de sens et du réchauffement climatique, l'entreprise peut constituer un formidable instrument au service du bien commun et de la transformation du système actuel pour faire naître une société plus juste. Donc on va, je trouve, assez loin. Bien au-delà de ce qu'on appelle maintenant le greenwashing ou le impact washing. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux d'animer cette table ronde. Peut-être un mot, Philippe, sur la genèse de cette initiative et de cette tribune, puisque je sens que les EDC ont peut-être eu un petit rôle là-dedans. Donc, bonjour à tous. Merci à tous les trois d'avoir répondu présent. La genèse, elle vient d'une intuition. On partage au sein des EDC la pensée sociale chrétienne qui nous nourrit. Et devant l'évolution de la société, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester entre nous. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester entre nous, qu'on vit dans une période de toutes les menaces, ça a été dit dans l'introduction de François Daniel, mais également dans une période de toutes les opportunités. Et on a la conviction, l'intuition, que les entrepreneurs vont avoir un rôle déterminant dans cette période. On est convaincu qu'il faut cette capacité à se projeter vers un nouveau monde pour pouvoir embarquer quelque chose de nouveau. Et quand il faut accoucher à quelque chose de nouveau, il faut y mettre toutes les énergies ensemble. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut qu'on ouvre ce monde, ces inégalités, de quel ordre elles sont. Premièrement, on voit les inégalités entre la fracture de la mondialisation. Moi, j'ai un fils qui vit pleinement la mondialisation, qui parcourt tous les pays. Et dans mon entreprise, j'ai des salariés qui ne quittent pas un rayon de 30 km. C'est la réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. On vit une société, on le voit avec la période de grève, où les gens pensent plus à conserver tout ce qu'ils ont qu'à se projeter. Et une société qui perd l'espérance de se projeter pour co-construire demain, c'est une société qui est morte. Il n'y a que le temps qu'on ne connaît pas. Et donc, on se dit, on est dans une phase de mutation digitale, sociétale, environnementale. Faisons-en une opportunité. Et cette opportunité, il faut avoir la modestie de se dire que les EDC ne vont pas le faire seuls. Et qu'on a besoin des grands mouvements patronaux, on a besoin de la Fondation Entreprendre, on a besoin de tous ces acteurs, parce que c'est le nous que François Daniel évoquait tout à l'heure, qui dépasse. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se mentir que les institutions sont également remises en cause. Et parfois, on peut être remis en cause, on peut faire partie des gens qui sont remis en cause aussi. Et donc, sur ça, il nous a semblé qu'il fallait un élan collectif. Et c'est pour ça qu'on a ensemble co-rédigé cette tribune. Et on s'est dit, ensemble, on va porter ce bien commun. Et on souhaite que vraiment ça féconde toute la société.
Merci beaucoup, Philippe. Donc, dans cette tribune, on parle, il y a ce mot transformation qui revient. On parle de ceux qui la promeuvent. On va dire, je vais prendre un nous, mais nous faisons quand même plutôt partie de ceux-là. Et ceux qui en sont les victimes. Hein. Donc, il y a déjà une forme de divorce, de déchirure. Il y a eu deux événements marquants, moi je trouve, ces derniers jours. Un dont on a un peu moins parlé de l'autre, qui était le discours de la nouvelle présidente de la Commission européenne, le fameux Green Deal, un grand plan. Et dans ce plan, on parle, c'est très techno, mais c'est à mon avis important, d'un mécanisme de transformation juste. Alors c'est un peu de la novlangue entre Bruxelles et le bien commun, on va dire, quelque part entre les deux. En gros, ça veut dire qu'on va mettre une taxe, si j'ai bien compris, aux frontières de l'Europe pour une forme de protectionnisme, osons le mot, là encore. Alors, moi, je voudrais savoir, Geoffroy Roux de Bézieux, je sais que vous êtes généralement contre les impôts, mais celui-là, vous l'aimez bien. Est-ce que c'est vraiment de la transformation juste que de mettre une taxe aux frontières d'un pays ou d'un groupe de pays? Ouais, j'étais venu pour faire de la philosophie. Non, mais vous inquiétez pas, on va... Bon, bonjour à tous. C'est la transformation juste, c'est quand même assez philosophique. Bon, pour une fois que j'avais une après-midi pour me sortir un tout petit peu de tout ça. Donc, je suis très heureux d'être ici pour plein de raisons, mais notamment parce que j'étais venu ici quand c'était une ruine avec Monseigneur Lustiger, et je suis très heureux de voir ce que c'est devenu et d'un endroit où on essaie de réfléchir, donc ça c'est formidable. Alors, peut-être je vais partir de l'introduction de François Daniel, pardon. J'aurais bien aimé qu'on en parle un peu plus. Il y a des choses avec que je suis pas d'accord. Je vais être juste très bref, mais moi je crois que la main invisible existe, mais qu'elle ne suffit pas. C'est-à-dire que oui, l'égoïsme du boucher est quelquefois super à sa vertu. Et chacun d'entre nous a une part d'égoïsme et une part de vertu. Elle n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions selon les individus, je vous l'accorde volontiers. Elle peut même varier dans le temps et dans l'espace. Et il faut arriver à ce que la société, pour qu'elle fonctionne, tire parti des deux. Donc la main invisible, elle existe, mais l'homme ne vit pas que de pain, et donc il a besoin aussi d'espérance, il a besoin d'utopie. Et je trouve qu'une société qui fonctionne, c'est celle qui arrive à faire ressortir le meilleur de ces deux, y compris parfois l'égoïsme individuel. Voilà. Ce préambule petit philosophique étant fait, pour répondre à la question pourquoi, il y a 1 an et demi, quand j'ai pris la tête du MEDEF, je suis mis en tête de convaincre tout le monde qu'il fallait faire cette taxe carbone aux frontières, dont je reconnais volontiers que démarrer un mandat de président du MEDEF en promouvant une taxe, c'est un peu comment dire, surprenant, parce que justement là, la main invisible ne fonctionne pas. Dans 95% des cas de l'activité humaine de production, on fait du CO2. Produire, depuis qu'on produit, ça crée du CO2. Et dans 95% de ces cas-là, l'investissement pour produire avec moins de CO2 n'est pas rentable. Alors oui, quand vous mettez l'isolation autour d'une usine, vous avez un payback dans un horizon de temps qui est celui d'un entrepreneur parce qu'on vous économisez sur les fluides, enfin sur l'électricité, etc. Mais quand vous décidez de produire un sac de ciment avec 30% de CO2 en moins, il va vous coûter 50% plus cher. Vous n'allez pas pouvoir le vendre 50% plus cher, peut-être 5%. Et donc, c'est un payback qui est irrationnel sur le plan économique. Et donc là, l'égoïsme du boucher et la main invisible ne fonctionnent pas. Le rôle d'un État, ou le rôle de la communauté européenne, c'est de donner des signaux pris pour que, dans la durée, ces investissements fonctionnent. Et donc c'est pour ça que alors ça s'appelle le MIC ou le MAC, mécanisme d'inclusion carbone, ou le mécanisme de, je sais plus ce que c'est, le A. Donc le MIC, le MAC, ça fait pas terrible, mais ça, il faut pas s'appeler ça une taxe, c'est pas parce que sinon il faut hein. l'unanimité des membres, ce qui n'arrivera jamais, et il faut en plus la validation de l'OMC, ce qui n'arrivera jamais. Donc ce MIC ou ce MAC, ça consiste à dire quoi? Ce même sac de ciment qui coûte 50% plus cher, mais qui fait 30% de CO2 en moins,
ne faut pas qu'il soit remplacé par un sac de ciment qui vient d'un pays en dehors de l'UE, qui, lui, a un contenu carboné beaucoup plus élevé. Sinon, on fait ce qu'on appelle des fuites carbone, c'est-à-dire qu'on ne sauve pas la planète et en plus, on détruit des emplois en Europe. Et donc, on a un double impact négatif. Donc, oui, c'est une forme, non pas de protectionnisme, c'est une forme d'incitation aux producteurs européens, mais aussi aux producteurs en dehors de l'Europe, à repenser leur processus de production sur le long terme. Merci beaucoup. Alors, c'était assez lié, en fait, les deux, hein, parce que c'est quand même l'égoïsme du boucher, on ne va pas dire du boucher européen, mais il y a quand même un lien entre les deux, et je pense que c'est une décision, on verra si le MIC et le MAC, et si on y arrive, mais c'est comment dirais-je, une évolution très importante de la politique européenne. Donc, c'est pas tout à fait neutre. Alors, l'autre événement, alors là, quand j'ai démarré cette idée, la plupart des industriels français étaient très réticents. Je suis absolument bluffé par la vitesse à laquelle ce système a été adopté. Il y a 1 an et demi, à la première réunion avec les Allemands, avec le BDI, ils ne voulaient même pas qu'on pose le sujet à l'agenda. Là, on a signé un texte où ils adoptent quasiment le truc. Donc il y a un bouleversement de la conscience du monde entrepreneurial sur ce sujet qui est phénoménal. Alors, deuxième événement qui, lui, est passé moins inaperçu, n'est-ce pas, c'est ce qui se passe, on va dire, depuis quelques mois en France, mais en particulier depuis le 5 décembre. Alors, c'est là où je disais, c'est notre vocation un peu provoque hein, de cette table ronde aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut oser parler du bien commun dans une journée comme celle-là, où les intérêts catégoriels, on va dire, sont portés à leur paroxysme. Je voudrais faire réagir François Asselin. On a entendu Geoffroy Roux de Bézieux à la télé là-dessus, un peu moins François Asselin, sur peut-être... On peut prendre un angle qui est celui du paritarisme, parce que c'est revenu là, on en parle dans le débat, notamment sur qui va gérer ce futur système universel. On parle d'un contrôle parlementaire, voire de l'État. Est-ce qu'on s'assoit à nouveau sur le paritarisme? Et puis sur les relations, naturellement, entre certaines centrales, en particulier de syndicats de salariés, en particulier dits réformistes, et le gouvernement. Donc, vous avez à la CPME, vous travaillez depuis des mois sur un projet très intéressant qui s'appelle le nouveau contrat social. Là aussi, c'est comme le MIC et le MAC, c'est en train de prendre, d'irriguer. Alors, dites-nous peut-être 2 mots à la fois sur, pour nous, comme je suis quand même journaliste, nous commenter un tout petit peu cette actualité, et puis cette ambition que vous avez de construire un nouveau paritarisme responsable. Alors, c'est l'actualité effectivement que nous connaissons, mais on aurait très bien pu prendre comme cas d'école aussi ce qui s'est passé au niveau de l'UNEDIC, de l'assurance chômage, montre bien que lorsque on veut faire comprendre au plus grand nombre les réformes dont a besoin le pays, hein, c'est-à-dire qu'il y a une chose dont on ne peut pas s'affranchir, c'est du principe de réalité. Quand les caisses, à terme, risquent de se vider, si on veut continuer à verser des pensions, il faut bien aujourd'hui prendre des décisions qui permettront demain de garder la promesse des retraites. Eh bien, pour faire passer ces réformes au plus grand nombre, nous sommes convaincus à la CPME, mais aussi dans cette salle, qu'il faut travailler sur le principe de subsidiarité. Et pour autant, aujourd'hui, nous considérons qu'il y a comme un bug dans le principe de subsidiarité. C'est-à-dire que... Fondement de la doctrine sociale de l'Église. Fondement de la doctrine sociale de l'Église, ouais, voilà. Et vous voyez, Dieu sait qu'on en a besoin. Et donc, il est où le bug? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut mettre en scène les corps intermédiaires, et donc les partenaires sociaux qui sont partie prenante des corps intermédiaires, si on s'affranchit du principe de responsabilité, qui est raccroché à la réalité de ce que nous vivons, eh bien, il y a un véritable bug. C'est-à-dire qu'on peut tous s'enfermer dans un confort intellectuel magnifique, et d'ailleurs, parfois, j'envie ceux qui ont ce confort intellectuel, de dire la dette, ce n'est pas un problème. Vous voyez, hein. Or,
dans nos entreprises, nous, chefs d'entreprise, on n'a absolument pas ce confort. On est tout de suite rattaché au principe de réalité. Lorsqu'il s'agit de faire un emprunt, vous engagez vos actifs, et parfois pour les entrepreneurs patrimoniaux, vous-même, votre famille. Là, entre partenaires sociaux, on peut négocier, et si on ne se met pas d'accord, c'est pas grave, tout le monde paye. Ça n'est pas responsable. C'est pour ça que nous avons travaillé à la CPME depuis de longs mois à un nouveau contrat social en se disant on a besoin des corps intermédiaires, hein, mais encore faut-il qu'on les positionne en responsabilité et en indépendance. C'est tout à fait le schéma de l'Agirc Arco, qui sont les caisses complémentaires de retraite des salariés, où il y a 2 ans, on arrivait, et il y a encore peu de temps aussi, en janvier dernier, à signer un accord qui prend le principe de l'âge pivot. Oui, j'ai bien dit le principe de l'âge pivot. Il y a des partenaires sociaux qui ont signé déjà ce principe de l'âge pivot. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, Agirc Arco, pas le droit de s'endetter, et on n'a pas la garantie de l'État. Donc, si on veut se mettre d'accord, il n'y a pas 36 solutions. Soit on baisse les pensions, soit on trouve une mesure, l'adjectif est à la mode, paramétrique, pour reculer ou inciter les gens à rester plus longtemps en activité, de façon à permettre à continuer à distribuer les pensions. Or, aujourd'hui, on se retrouve dans ce nouveau projet d'assurance chômage où, on va dire, ceux qui ont plutôt tendance à la réforme acceptent le principe même, hein, de retraite, de retraite universelle. Chômage, ça a aussi marqué. Oui, c'est vrai, ça marche aussi, oui, c'est vrai. Oui. On a déjà donné sur le chômage, on va pas. Maintenant on est sur les retraites. Hein. Accepte le principe même de retraite universelle, mais refuse une chose incroyable, c'est le principe de réalité qu'il faut que ce futur régime soit à l'équilibre. Et pourtant, ça veut dire quoi ça, si on refuse cette réalité ? Ça veut dire qu'on s'assoit sur notre responsabilité de parents ou de grands-parents vis-à-vis de nos enfants ou petits-enfants. Et c'est là où, effectivement, il y a quelque chose, c'est le bug, si vous voulez, aujourd'hui, du paritarisme, hein, et du principe de subsidiarité. Hein. Et donc, si on veut retrouver les lettres de noblesse du principe de subsidiarité, encore faut-il qu'il colle à la réalité de la situation. C'est exactement la même situation pour le climat. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien mourir de la pollution que mourir de l'écologie, économiquement. Quand on demande à transformer son modèle économique en un temps qui fait que, de toute façon, vous allez faire péricliter votre activité, faut se mettre à la place de ceux qui sont concernés. Il y a très peu de temps, des entrepreneurs de petites entreprises de travaux publics qui ont bloqué des dépôts pétroliers. Hein. J'ai regardé avec beaucoup d'acuité quelle était leur problématique. J'en ai appelé quelques-uns. On en a dans le réseau. Hein. Ils m'ont dit, c'est pas compliqué. Le fait, la courbe annoncée de la perte de la fiscalité, de la niche fiscale sur le gasoil non routier, fait que lorsqu'on fait entre 0,5 et 1% de résultats, l'année prochaine, à partir de juillet, je suis en déficit. Voilà. Donc ils se disent, on est tout à fait d'accord de changer de modèle économique, mais qu'on nous permette de vivre en même temps que ce changement de modèle économique. Et c'est là toute la complexité à laquelle nous sommes tous confrontés, par rapport au bien commun, c'est-à-dire comment trouver le juste milieu. Parce qu'à travers ce juste milieu, il faut beaucoup d'humilité. On s'aperçoit qu'on ne peut pas avoir raison tout seul, on a besoin de tout le monde. Alors, merci. Alors, ce qu'il faut dire sur le poids, alors on rentrait vraiment dans la microéconomie, sur les artisans et le gasoil, c'est qu'ils ne sont pas contents aussi parce que les agriculteurs n'ont pas eu la même mesure. Donc, il y a toujours ce côté, les autres ont ça et pas moi, pourquoi voilà. Donc, cette montée, on va dire, des intérêts catégoriels, une forme d'égoïsme, on la voit aussi au niveau international avec la fin de ce qu'on appelle le multilatéralisme. C'est peut-être pas hasard que le paritarisme soit en crise au moment où le multilatéralisme l'est au niveau international. On le voit bien sur le climat. Moi, je voulais demander à Blandine Mullier, alors on parlait d'un grand patron, Antoine Riboud, il y a eu d'autres grands patrons, dont certains qui portent votre patronyme, qui ont fait beaucoup pour, avant même qu'on parle on va dire, qu'on reparle de tout ça, dont cette initiative, la Fondation Entreprendre. Peut-être nous dire en 2 mots
vous venez de fêter votre anniversaire, ce que fait la Fondation Entreprendre, et puis vous faire réagir quand même sur la situation actuelle, sur comment vous ressentez, vous, cette déchirure entre ceux qui prônent la transformation, je reprends les termes de votre tribune que vous avez co-signée, ceux qui prônent la transformation et ceux qui en sont ou qui se sentent les victimes de cette transformation. Oui, effectivement, la Fondation Entreprendre vient de fêter ses 10 ans, mais elle est ancrée beaucoup plus profondément puisqu'elle est issue de la création de Réseau Entreprendre en 1986, où effectivement, on avait une grande conscience que pour créer des emplois, il fallait créer des employeurs. Parce que de tout temps, on a la volonté, nous, dans notre mouvement, que ce soit le Réseau Entreprendre historiquement ou la Fondation aujourd'hui, c'est de permettre à chacun d'être autonome, entrepreneur de sa vie, en responsabilité, de prendre sa vie en main. Et pour ce faire, c'est très important de ceux qui ont ici, nous tous ici présents, avons les moyens de vivre notre vie comme on a envie de le faire, de permettre aux autres de le faire aussi. Et c'est une conscience du bien commun, c'est une conscience du partage. Et on n'est pas assez de tout notre écosystème pour se mettre en route, pour faire évoluer ce lien-là entre ceux qui ont la chance et ceux qui n'ont pas la chance d'être libres d'entreprendre sa vie. À la Fondation Entreprendre, on a 3 programmes qui sont complémentaires sur ce sujet-là. Le premier programme, c'est permettre à tous les jeunes dans les écoles de développer leur posture entrepreneuriale, leur posture, c'est-à-dire j'entreprends ma vie, je suis donc responsable de ma vie, et je suis responsable là où je suis. Ça vient de presque ce qu'on entendait par l'effet papillon ou le colibri dont on entendait parler de Pierre Rabhi. C'est vraiment chacun fait ce qu'il a à faire dans son coin en responsabilité individuelle. Et il n'y a pas mieux qu'un entrepreneur pour montrer cet esprit-là. Et donc, on a un grand programme là-dessus pour que tous les jeunes dans les écoles puissent développer cette posture-là. Deuxième programme, c'est accompagner les entrepreneurs dans leur parcours entrepreneurial, création, reprise, croissance et rebond entrepreneurial. C'est vraiment toujours la personne dedans, en premier lieu. Et c'est ce qu'on appelle le bien commun. Pour moi, le bien commun, c'est quelque chose dont on est responsable, en fait. Donc, c'est sa vie, mais c'est son entreprise et c'est ses collaborateurs. Et c'est son objet entreprise qu'on a envie de développer au service de l'écosystème. Donc, dans cette idée-là, c'est de se dire l'entreprise, elle a une obligation aujourd'hui, et c'est magnifique, tout ce mouvement qui se met en route, sur intégrer toutes les parties intégrantes, prenantes, extérieures, intérieures de l'entreprise pour développer cet esprit du bien commun. Donc l'entreprise, nous on aide au niveau de la Fondation Entreprendre des associations qui travaillent sur ces thèmes-là. L'entreprise doit regarder ses clients, ses collaborateurs, ses fournisseurs et que tout le monde trouve sa place dans la société, dans la dignité, ce que j'entends aujourd'hui ici. Et le troisième programme qui est l'égalité des chances, et là on y est encore aussi, sur la posture entrepreneuriale, ça va être les chefs d'entreprise porteurs de handicap, les migrants, les décrocheurs scolaires, il faut les remettre en route d'entreprendre leur vie. Et on a un grand programme sur les femmes, l'égalité des chances entrepreneuriales des femmes, parce qu'on a une perte en ligne aujourd'hui du nombre de femmes qui ont une capacité incroyable d'entreprendre et qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les réseaux. Donc nous, on aide tout ce mouvement-là et on vient de lancer une plateforme justement pour que toutes les femmes puissent s'entraider. Donc vous entendez bien que la Fondation Entreprendre, depuis son origine, elle est profondément dans le développement du bien commun en fait. C'est son essence même, c'est son ADN, c'est sa raison d'être. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est quand même la preuve de ce qui est écrit dans cette tribune, ce qu'on semble découvrir parfois aujourd'hui, c'est que la responsabilité des entreprises, des entrepreneurs, elle est immense et depuis longtemps. Et la Fondation est vraiment un exemple de ça. On est sorti depuis très longtemps, la responsabilité est au-delà des portes des usines ou des grands magasins. Philippe, je voulais savoir, vous êtes président des EDC, quel est le rôle des EDC aussi, mais vous êtes aussi, quel est le rôle des EDC dans le bien commun, mais aussi vous êtes chef d'entreprise, une entreprise
un peu particulière parce que c'est une coopérative agricole. C'est une forme d'entreprise, donc dans le jargon, on appelle ça les ESS, c'est ce monde-là. Peut-être nous apporter cet éclairage de ce type de gouvernance. Est-ce que finalement, c'est pas plus adapté que le capitalisme, on va dire les SA qui sont le produit du capitalisme du XXe siècle? Je vous répondrai je vais commencer par les EDC, puis je vais vous répondre après sur la deuxième partie. Concernant les EDC, le but des EDC, c'est de permettre aux dirigeants, aux entrepreneurs de vivre de manière alignée. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a trop de schizophrénie et il faut pouvoir vivre de manière alignée, être la même personne dans son travail, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale et dans sa vie spirituelle. On pense que l'homme développe son vrai leadership quand il est lui-même. Et donc, on a besoin de développer ça. Mais au-delà de ça, on s'est dit qu'à un moment, aux EDC, on ne pouvait pas rester commentateur du monde. On pense qu'il y a beaucoup de monde à parler du bien commun, mais maintenant, il va falloir trouver des acteurs du bien commun. Je pense que c'est vraiment ce qui est déterminant. Et donc, il va falloir être acteur du monde. Et ce qu'on a lancé aux EDC, c'est au-delà, bien sûr, de le vivre dans son entreprise. Je m'occupe des parties prenantes de mon entreprise, qui vont être les clients, les fournisseurs, les salariés, les associés, les actionnaires. C'est bien sûr. Et puis, mais il va falloir aller au-delà. Il va falloir s'occuper des parties manquantes, que sont les exclus, comment on peut avoir une économie inclusive, comment on peut mieux prendre en compte la planète. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans une entreprise, je vais y revenir. Concernant les EDC, on a lancé Agir avec les EDC, et on s'est dit en début de mandature, ça avait été initié par mon prédécesseur, Laurent Bataille, et on s'est dit comment on peut permettre à des équipes EDC d'aller plus loin et justement de passer du stade commentateur au stade acteur. Et on s'est dit, si dans 2 ans, on lance une centaine d'actions, avec déjà des actions initiées comme Territoire Zéro Chômeur, les écoles de production, avec des intégrations de personnes de l'Arche handicapées dans les entreprises, si on lance ça et qu'on en a fait 100, ce sera déjà bien. La semaine dernière, on faisait le point, on a déjà dépassé les 200. Ça veut dire qu'il y a une aspiration des entrepreneurs, et c'est surtout, moi je me suis occupé de prisonniers il y a une dizaine d'années, pendant 5 ans d'ailleurs, dans un partenariat EDC-MEDEF en Mayenne, et dans ce partenariat, j'ai rencontré ces prisonniers. Et quand vous rencontrez les exclus, ça change tout dans votre vie. C'est bien d'en parler, mais ce qu'il faut maintenant, c'est aller les rencontrer. Et ça, je pense que c'est la conversion des cœurs qui est nécessaire si on veut vivre le bien commun. Et est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on les commente? Et moi, je pense que c'est vraiment le point de différence sur lequel il faut qu'on appuie. Le monde ne changera. On voudrait que le monde change et que ce soit les autres qui changent. Le monde ne changera que quand on changera nous et qu'on ira auprès des plus pauvres. Et si on va auprès des plus pauvres, tout changera, parce que moi je l'ai fait, et dans mon entreprise, y compris la section syndicale, m'a dit mais qu'est-ce qui vous anime pour aller vous occuper de prisonniers? Voilà. Et donc c'était intéressant, parce que ça change le regard de toutes les personnes. Et donc pour moi, on ne changera le regard qu'en changeant soi-même, et ça fait le lien avec l'entreprise. Après, je suis à la fois directeur général d'un groupe coopératif, et je suis à la fois entrepreneur. J'ai repris un commerce avec 22 salariés. Une FNAC, hein, oui, qui est devenue une franchise de FNAC, parce que c'est d'ailleurs l'esprit du bien commun. C'est qu'il y avait la librairie de la ville de Laval, espace culturel important, petite ville de 60 000 habitants, librairie de 17 salariés et librairie chapitre, tribunal de commerce. 3 semaines avant la reprise, il n'y avait personne. Et avec un ami qui est à KPMG, on s'est dit mais on va essayer de sauver cet espace-là. Parce que si la culture tombe dans une ville de 60 000 habitants, c'est un drame pour la ville. Et on y est allé, parce que la culture fait partie du bien commun. Et donc on est allé et on a sauvé. Et j'ai eu quelques personnes proches qui m'ont aidé, et vraiment je les remercie. Et aujourd'hui, on a sauvé cet espace-là. Et là, pareil, le regard des autres change quand vous êtes acteur, c'est-à-dire que quand vous mettez vos euros sur la table, j'ai mis les économies que j'avais, puis je suis allé à la banque, et puis au final, je suis allé voir ma belle-mère pour me donner un coup de main. Et ça a permis de sauver cet espace. Alors, est-ce que c'est vraiment le bien commun? Geoffroy, je ne sais pas si c'est le bien commun, mais ça, je vous laisserai l'apprécier. Et donc, on a mis cet élan-là. Et dans l'entreprise que je dirige également, on le vit, et souvent dans le bien commun, on oppose trop le bien commun en disant mais il faudrait revenir au vivant et à l'humain, ce qui est bien sûr ce qui est dit depuis le début de l'après-midi, mais je pense qu'il faut surtout intégrer la technologie. Nous, on est leader de l'objet connecté dans l'élevage. Et d'être leader de l'objet connecté, c'est génial, parce qu'à partir d'objets connectés sur les animaux, ça nous permet de repérer les problèmes de santé plus tôt et de ne plus utiliser d'antibiotiques pour le traitement des animaux.
ça concourt au bien commun. Et après, on s'est dit, mais on peut même faire un projet avec le groupe Bell, 851 producteurs. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'en mettant un cahier des charges non OGM et toutes ces approches avec de la techno, on a augmenté le revenu des producteurs de 35%. Et là, moi, je dis, il faut arrêter de... Je pense qu'il faut être utopiste. Il faut arrêter de penser qu'il y a de la fatalité. Si on s'empare des technologies de demain, on va écrire le monde de demain. Et ce monde-là, il faut qu'on y transfère la joie qui nous anime. Il faut qu'on y transfère cette joie. Si on n'est pas joyeux en tant qu'entrepreneur d'entreprendre, mais comment on va embarquer les autres? Et donc, il faut qu'on ait cette joie. Et moi, j'y mets 7 fois, à titre personnel, pour embarquer et créer cet élan. Merci Philippe. Alors, Geoffroy, est-ce que vous êtes joyeux comme président du MEDEF? Tous les jours, Soko, quand je vois ma belle-mère. Question suivante. Qu'a entrepris le MEDEF concrètement pour faire avancer le bien commun? Telle est la question. Alors, vous avez combien de temps? Et puis peut-être un mot aussi de l'entrepreneur, parce que Philippe, c'est pas privé, alors on aimerait bien avoir votre témoignage. Non, mais d'abord, moi, aussi. je voudrais dire une chose, c'est que entreprendre en France, c'est déjà contribuer au bien commun, quelles qu'en soient d'ailleurs les motivations. Parce que entreprendre, c'est prendre des risques personnels, c'est par les impôts, par les cotisations, contribuer à la mutualisation d'un certain nombre de dépenses sociales. Et j'aime bien cette citation, je le dis avec du second degré, de Marc Simoncini, qui un jour se faisait alpaguer dans un débat avec le fondateur de Mythique, et qui dit « Mais quand on est patron en France, c'est déjà être de gauche ». Dans un pays qui, effectivement, voilà, mutualise beaucoup. Bon. Alors après, chacun a, j'allais dire, une forme de charisme un peu différent. Et quand on est président du MEDEF, il faut essayer d'emmener les gens. Mais vous savez, Lénine disait il faut être en avant des masses, mais pas trop en avant. Donc, tout l'exercice consiste à essayer d'emmener l'organisation et ses adhérents dans une certaine direction, mais le faire en même temps avec une forme de consensus. Donc, on a eu, comme vous le savez, de très nombreux débats sur ce rapport Sénart-Nota, sur la raison d'être. Il y avait des débats. En fait, le débat était un peu mal posé parce qu'il y a beaucoup de débats juridiques sur savoir s'il fallait imposer dans le code civil qui concerne tout le monde, y compris le camion pizza du coin, cette raison d'être. Donc il y avait beaucoup de résistance. Bon, moi, quand je suis arrivé, j'ai pris la décision de changer un peu de posture, avoir une posture plus positive vis-à-vis de ça, considérant au fond que le débat est déjà derrière nous, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être prospère sans être utile, on ne peut pas être utile sans être prospère, et que même une petite entreprise a une forme d'action sur son environnement au sens pas seulement climat du terme, sur les parties prenantes, parce que quand il va bien, il rayonne, quand il va mal, à l'inverse, il a aussi une action, mais dans l'autre sens. Et donc on a adopté une raison d'être, de manière un peu symbolique, hein, parce qu'on est une association. Alors on a choisi une raison d'être qui, je pense, peut résonner ici, hein, qui est agir ensemble pour une croissance responsable. Agir, c'est le rôle d'un entrepreneur, hein, c'est de se lever le matin avec la volonté de transformer le monde. Ensemble, parce que c'est l'idée de rassembler les petites et les grandes. Non, toutes les entreprises, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, sinon... Il y en a qui font partie voisin, des deux, hein, quand même. Et la croissance responsable, c'est vraiment le bon équilibre entre la responsabilité qui est la nôtre. On avait un débat à l'université d'été qui s'appelait « Notre terre qui est soucieuse ». Vous voyez l'illusion, mais c'est ça. Donc voilà, on est dépositaire d'un certain nombre de choses, mais croissance parce que les premiers versets de la Bible, c'est « croissez, multipliez-vous ». Et qu'on n'est pas des tenants de la décroissance, parce que considère que ce n'est pas la bonne méthode pour répondre aux problèmes. Voilà. Et donc, finalement, c'est passé assez facilement. C'était d'ailleurs une de vos premières réalisations. Donc, ce n'était pas tout à fait symbolique quand même. C'était assez fondateur. Oui, mais en fait, c'est symbolique au sens où le lendemain matin à 8h30, ça n'a pas tout d'un coup bouleversé les adhérents du MEDEF. Mais c'est une manière de donner un symbole. Plus largement, pour parler un peu d'actualité, on est toujours confronté à des dilemmes, à la fois d'ailleurs des dilemmes personnels et des dilemmes collectifs. Si je prends l'exemple de l'actualité,
Et en 2 minutes, vous avez une réforme des retraites qui a été proposée par le Premier ministre mercredi, qui est essentiellement redistributrice. C'est-à-dire quand on met une pension minimum à 1 000 €, eh ben, tous les agriculteurs qui sont aujourd'hui en moyenne, je crois, en dessous de 700 € vont s'en trouver revalorisés. Et le citoyen ou l'entrepreneur ou le chrétien que je suis se dit, ben, quand on a bossé toute sa vie, en plus dans un métier très dur, c'est assez légitime. Ça sera financé par quoi? Probablement en partie par la cotisation sur les revenus au-delà de 120 000 € qui ne donnera pas lieu à des points, donc il y a une forme de, enfin on peut le résumer un peu brutalement en disant le cadre supérieur va payer pour l'agriculteur. Bon. Est-ce que c'est le bien commun? Est-ce que c'est le bon équilibre d'une société juste? Évidemment, il n'y a jamais de réponse simple à un sujet comme ça. Mais évidemment, en contrepartie, et François l'a très bien expliqué tout à l'heure, il faut que tout ça soit financé parce que sinon, il y a un principe d'irresponsabilité. Donc au fond, en tant que dirigeant bénévole, je le signale au passage d'organisation professionnelle, on est tous dans cette économie du bien commun, avec évidemment en permanence des débats intérieurs d'une certaine manière, enfin intérieurs au sens de l'organisation, mais même intérieurs au sens de soi-même, parce que les réponses ne sont jamais simples, et en particulier en ce moment. François Asselin, est-ce que vous auriez pris la raison d'être du MEDEF? Faire un peu provoque. Il y a une chose qui est... C'est une bonne question. Hein, une bonne question, ça tourne un peu là. Et je voudrais revenir quand même à l'introduction qu'a fait Geoffroy aussi par rapport à entreprendre. Je ne connais pas de commerçant qui fait des affaires en faisant la gueule. Hein. Et puis, on sait très bien, désespérer, c'est pécher. Donc, en fait, tous les entrepreneurs, parfois sans le savoir, sont tous d'inspiration profondément chrétienne. Parce que entreprendre et avoir cette qualité rare, c'est espérer, cette qualité rare de pouvoir prendre des risques, c'est quand même pas rien. Hein. Et à ce titre, je pense que ceux qui, dans le pays, sont en capacité de prendre des risques et qui les prennent, doivent être justement reconnus, je dirais même pas récompensés, mais reconnus, et collectivement, on doit créer un environnement favorable. Et ils le sont. Personne. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de grèves dans les entreprises privées. Tout à fait. Personne ne s'en prend aux entrepreneurs. Alors, on en veut à quelques grands patrons. C'est peut-être une troisième organisation patronale qui s'appelle la FEP, où c'est un peu différent. Mais les très grands patrons, le CAC 40, ne sont pas très bien vus. Mais un patron en France, aujourd'hui, il est plutôt populaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est qu'autour de ces preneurs de risques, qu'il y ait un environnement favorable à ce qu'il y ait toujours cette envie de prendre des risques. Parce que cette envie de prendre des risques est portée d'espérance. Parce que derrière ces preneurs de risques, eh bien oui, il y a du développement, il y a de l'emploi, il y a des salariés, etc. On est reconnu et plutôt aimé, puisque les sondages se suivent et martèlent que plus de 80% aujourd'hui des Français aiment l'entreprise et le chef d'entreprise. Pour autant, reconnaissons que parfois, nous mettons autour de ces entrepreneurs un environnement qui parfois va plus sanctionner la prise de risque que de l'encourager. C'est pour ça que moi, dans ma position de syndicaliste, qui, quand je dis que je suis syndicaliste, du coup, il y a 70% des Français qui ne m'aiment plus, et pourtant je suis le même, hein, je constate que quand bien même il y a de la bienveillance par rapport à tous ces chefs d'entreprise, dans la réalité, leur environnement, franchement, souvent, est très complexe et ne va pas en se simplifiant. Voilà. Donc là, en ma qualité maintenant de président de la CPME, c'est pour moi l'un des premiers combats de faire en sorte qu'il y ait un environnement favorable à ces preneurs de risques. Et quand je dis ça, je considère que je participe au bien commun. Alors je n'en fais pas un slogan, effectivement, où je n'ai pas modifié les statuts de la CPME, mais on essaye de l'incarner dans, je dirais, des actions très concrètes. Nous avons fait, il y a 2 ans, tout un travail important sur comment faire en sorte d'encourager les vertueux. Il y a une chose que j'aime beaucoup et que vous faites aux EDC, on l'a dans la revue, c'est la force du témoignage. Je pense que
c'est tellement plus parlant lorsque on donne la parole à ceux qui ont fait. Et donc, je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui est terrible, c'est qu'il y a des entrepreneurs, il y a des acteurs économiques qui ont eu des actions tout à fait vertueuses, mais qui ne sont absolument pas reconnus de leur environnement, que ce soit leurs clients, leurs fournisseurs ou même l'État. Plein d'entreprises ont fait des démarches RSE sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour autant, on ne les encourage pas. Et donc, de ce constat, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir tous mes petits camarades syndicaux pour leur dire, écoutez, voilà, est-ce que vous accepteriez de travailler avec la CPME sur une délibération sociale concernant la RSE pour encourager les vertueux? Ils ont répondu positivement. Il y a eu 1 an et demi de travail, il y a 2 ans, on a signé une délibération sociale, et même on est capable de faire des miracles à la CPME, puisque même la CGT a signé. C'est historique. Et c'est quoi les fondements de cette délibération sociale? C'est que, premièrement, la RSE doit rester volontaire. C'est-à-dire que si on commence à mettre de l'obligatoire, on tue la démarche. Ce n'est pas le cas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non, mais vous savez, on est dans un pays, c'est là où je vous parlais de l'environnement favorable ou pas favorable aux preneurs de risques. Les partenaires sociaux, pour eux, de signer un document dans lequel on dit ça doit être volontaire, philosophiquement pour eux, c'est extrêmement dur, parce que s'il n'y a pas de mesure coercitive, pour eux, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a réussi à faire accepter ce principe. Deuxièmement, il faut que ce soit expérimental. Pourquoi? Parce que ce qu'on signe aujourd'hui, surtout dans la période où on vit, avec la vitesse des mutations et la puissance de ces mutations, eh bien peut-être que ce qu'on a signé aujourd'hui, dans 3 ans, il faudra le revisiter. Ils l'ont accepté, alors que pour eux, ce qui est acquis n'est plus négociable. Et troisièmement, comment encourager ceux qui font ces démarches sans que ça coûte 1 euro à l'État? Eh bien, je prends un exemple. Quand vous avez un label RSE, bien souvent dans votre label, vous avez fait vos entretiens individuels depuis moins de 2 ans. Vous avez fait parfois votre plan égalité homme-femme. Vous avez eu de vos démarches environnementales en faisant une traçabilité de vos déchets, en les valorisant si possible, etc. Visite de la patrouille, quelle qu'elle soit, la DREAL, la directe, etc. Si jamais vous n'avez pas coché les bonnes cases au bon moment, potentiellement 1% de pénalité sur la masse salariale ou 3 500 € d'amende par salarié. Dans le domaine environnemental, j'en parle pas, les mesures coercitives sont plus longues que mon bras qui se raccourcit. Donc, imaginons demain que cette entreprise labellisée envoie aux directions de son territoire, l'État, son label, et que sur un champ référentiel, on ne vienne plus la contrôler 2 fois. Puisque de facto, l'organisme reconnu par l'État a validé que cette entreprise était vertueuse. Et en plus, je rappelle qu'une labellisation RSE, c'est quelque part une note globale sur les 3 piliers, environnement, performance sociale, performance économique. C'est-à-dire que si une année, on n'est pas très bon, mais qu'on a la moyenne globale, eh bien l'année d'après, on peut se rattraper. Voilà ce qu'on a poussé avec les partenaires sociaux. Alors maintenant, c'est quelque chose qu'on met à la disposition de tous ceux qui veulent l'utiliser. Parce que moi, je ne fais pas la place d'eux, c'est aux branches de s'en saisir si elles veulent, c'est aux entreprises, au territoire. Bref, voilà comment on essaie de travailler concrètement à ce qu'on peut qualifier de bien commun, mais il y aurait plein d'autres choses encore à faire. Merci beaucoup François Asselin. Je voulais faire témoigner Blandine, puis on va laisser la parole à la salle, Blandine Mullier, sur l'entrepreneur. Vous avez une bonne vision, puisque ça fait très longtemps que vous êtes là. On a vu l'entrepreneuriat dans les propos à la fois de Philippe et de Geoffroy, c'est il y a une sorte de consensus en fait, qui peut se dégager autour de l'entrepreneuriat. C'est une sorte de baume en fait, ou d'espoir pour beaucoup de gens. Comment est-ce que vous avez vu évoluer la vision de l'entrepreneuriat, en particulier chez les laissés pour compte de la transformation? Est-ce qu'il y a un engouement, comment vous voyez évoluer la vision de la société par rapport à l'entreprise, de votre poste d'observation? Oui, on vient de l'entendre, c'est qu'il y a une dizaine d'années, on voyait que 80% des jeunes dans les écoles voulaient devenir fonctionnaires pour la sécurité de l'emploi, parce qu'ils ne connaissaient pas l'entreprise, et 20% seulement voulaient être entrepreneurs, et aujourd'hui c'est l'inverse. Donc l'entreprise et l'entrepreneuriat, là, c'est coché. Aujourd'hui, moi je suis
super positive, dans le sens où il y a une dynamique incroyable de gens qui se bougent pour développer justement le bien commun et l'entraide. Et je vais donner quelques exemples, parce qu'il faut parler de concret. On a des partenaires, des donateurs de la Fondation Entreprendre qui nous aident à accompagner, par exemple, la ruralité. On vient d'accepter un partenariat avec une association qui aide le monde paysan à devenir des entrepreneurs paysans, des paysans entrepreneurs. Parce que les jeunes veulent aller en ruralité, c'est pas facile. Les agriculteurs voient d'un mauvais œil ou d'un œil un peu étonnant tous ces jeunes qui veulent s'installer, parce que qui ne connaît pas se méfie. Donc on aide un réseau, grâce à nos partenaires ou donateurs, qui va aider le territoire à développer l'entrepreneuriat. Toujours le bien commun pour tous, hein, sur le territoire. Donc ça, c'est un exemple concret. Un autre exemple, on est partenaire d'un think tank qui s'appelle Vers le Haut et qui a édité un bouquin qui est magnifique et je vous invite à le lire. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez me le demander, qui est le manifeste de la responsabilité éducative des entreprises. Les entreprises ont une responsabilité éducative de leurs collaborateurs, de leur écosystème, de leurs clients, de leurs fournisseurs et des écoles. Non, ça fait beaucoup sur les épaules, là, quand même. Oui, mais chacun fait un petit peu dans son coin, comme il peut, mais ça donne des idées. Dans ce bouquin, il y a des idées. C'est pas tant la quantité que l'on fait, c'est le chemin. C'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire mieux demain. Chacun là où on est. Et c'est juste très positif. Et le troisième exemple, avant d'écouter la salle sur leurs questions, le troisième exemple, c'est la communauté des entreprises à mission. Je ne reviens pas sur ce que je viens d'entendre, notamment Geoffroy qui parle de la loi Pacte et les statuts de l'entreprise à mission qui n'ont pas été acceptés. Et tant mieux, parce que ça a mis un mouvement de c'est quoi la mission de l'entreprise. C'est pas un statut particulier, entreprise à mission. Alors, entreprise à mission, c'est plus fort que la raison d'être. Hein. On est un cran au-dessus. Hein, la raison d'être, c'est une philosophie, oui. C'est un postulat, c'est l'étoile vers laquelle on va. Et c'est intrinsèque, c'est l'identité. L'entreprise à mission, la mission, c'est finalement à quoi je sers, moi, entreprise. Et c'est dans le faire. Et cette communauté d'entreprises à mission, donc, qui se sont mis en association, ce sont des entrepreneurs qui font déjà des choses, qui ont envie de faire mieux et qui s'entraident et qui échangent des bonnes pratiques. Et c'est une communauté qui se développe. Nous, à la Fondation Entreprendre, on voulait adhérer à cette communauté. Et donc, ça s'est fait. Ils habitent chez nous à la filature, dans nos bâtiments, pour que nous puissions nous inspirer de ces entreprises pour pouvoir insuffler ça dans les différents réseaux d'accompagnement que l'on accompagne, nous, dans les 25-30 associations qu'on accompagne. Je peux donner quelques exemples là-dessus. On accompagne des associations qui vont dans les écoles, mais donc on sensibilise les jeunes en disant « mais finalement, qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise ?» L'entreprise est un lieu magnifique pour avoir une responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Vous avez envie, vous les jeunes, de vous impliquer en sociétal et environnemental, faites-le dans une entreprise qui a les moyens. Allez-y. Vous n'êtes pas obligé de créer une nouvelle entreprise. Il y a des entreprises qui sont là, qui ont les moyens de développer un impact environnemental positif. Moi, je voulais poser, excusez-moi, je voulais juste faire réagir François Daniel. Vous avez dans une autre vie, vous étiez haut fonctionnaire dans un très grand ministère, celui de l'économie et des finances. Vous étiez chargé de moderniser l'État. À l'époque, je me rappelle, on s'était rencontrés, vaste programme, comme dirait l'autre. Est-ce qu'on, c'est pas le job quand même un peu de l'État, là on est en train de parler d'éducation, alors les entreprises sont ravies, on a l'impression de prendre cette responsabilité, mais est-ce que c'est pas par défaut en fait? Je pense que... On revient à une des questions qui était dans le micro-trottoir, intérêt général il me semble qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour que l'État repense sa place, pour faire en sorte que ce qu'on vient d'entendre devienne vraiment la norme. Je pense qu'il faut que l'on sorte d'un paradigme dans lequel l'État, justement désespérant d'une certaine manière de ce qu'on vient d'entendre, de responsabilité, d'une conscience, du fait en sorte que chacun des acteurs prenne sa responsabilité en incluant également son voisin, prenait toute la place. Donc moi, je suis plutôt dans le mode en tout cas c'est ce qui m'animait au moment où on travaillait plutôt dans la réforme de l'administration, c'était de se dire un État qui est plus léger pour qu'il laisse l'énergie
dans les différents acteurs, dans les différentes collégialités qui doivent prendre et assumer le bien commun. Donc et aujourd'hui, j'étais avec un jeune conseiller d'État hier qui se posait la question de savoir où aller, et est venue assez vite l'idée qu'il y avait probablement un travail, peut-être un peu de philosophie politique, pour repenser l'État aujourd'hui dans un vivre ensemble qui n'a plus rien à voir avec celui dont on hérite. Quand est-ce qu'on fait qu'on revisite un petit peu cette posture? Très bien, merci beaucoup. Alors, chose première, chose due, on va laisser la parole à la salle. Je crois qu'il y a un micro qui se promène. Je ne sais pas. Et on se donne 10 minutes parce que c'est le contrat. À 15h30, nous vous quittons. Enfin, en tout cas, certains d'entre nous ont des obligations. Monsieur. Alors, oui. Brève question, brève réponse. Bonjour, Guy Lebras, je suis directeur général du groupement des autorités responsables de transport. Bon, c'est un petit peu éloigné du sujet d'aujourd'hui. Je suis venu surtout parce que je suis lavallois et que j'ai été invité par mon ami Philippe Royer, que je remercie d'ailleurs d'avoir sauvé la librairie Siloé à Laval, et aussi Geoffroy Roux de Bézieux, qui fut un temps a investi à Laval. Mais ma question est très brève. Dans ma pratique quotidienne, je travaille en relation avec les ministères, avec le gouvernement. Nous sommes sur la mobilité, nous sommes sur des sujets très importants, loi d'orientation des mobilités, etc. Nous faisons face à un État qui parle beaucoup de bienveillance, mais qui en fait, au concret et au quotidien, et je vous assure que c'est mon témoignage de mon expérience, la pratique de moins en moins. Et notamment avec ses interlocuteurs, notamment au niveau des collectivités territoriales qui sont de plus en plus étranglées. Donc la question que je pose, c'est de savoir qu'est-ce que les entreprises qui manifestent ici la volonté de pratiquer cette bienveillance et de la porter dans le sens de leur entreprise ont à dire aux structures étatiques qui parlent beaucoup de bienveillance, mais la pratiquent assez peu finalement. Alors François Asselin avait déjà fait passer son message, je crois. Je vais demander peut-être à Geoffroy Roux de Bézieux sur est-ce que ça s'améliore les relations avec, on va dire, l'administration au sens large. Écoutez, je ne voudrais pas généraliser et tomber dans les caricatures. Il y a des tentatives qui ont été faites au niveau fiscal, par exemple, sur la relation de confiance. Donc il y a souvent des ministres qui lancent des initiatives. Après, pourquoi... Même une loi, hein, je crois. Oui, il y a une loi pour la confiance, je ne sais pas comment ça s'appelle. Pourquoi ça, pardon l'expression qui a mauvaise connotation chez M. Piketty, mais pourquoi ça ne ruisselle pas dans l'administration? Je pense que... c'est facile à dire, hein, mais je vais quand même le dire avec bienveillance. L'administration, et particulièrement l'administration française, est un exemple de mismanagement absolu. C'est-à-dire que pour manager, il faut donner du sens et le bon degré d'autonomie par rapport au niveau de responsabilité. Et on voit bien qu'on a, c'est ancien, hein, parce que je pense que ça, vous dites que ça s'amplifie, mais je pense que c'est assez culturel, ça vient de très très loin dans notre histoire, un management français, y compris dans les entreprises publiques, qui est un peu à l'inverse. Et l'actualité aussi nous sert un exemple. Pourquoi vous avez, je vais citer le chiffre, aujourd'hui dans une très grande banque française, il y a moins de 20 grévistes sur 100 000 salariés. Et qu'à côté de ça, les entreprises de transport... c'est pas énorme, 17% de grévistes à la SNCF, hein, quand même. Oui, mais enfin, c'est quand même significatif. C'est sur un terreau de mismanagement, enfin, ou d'absence de management. Je ne suis pas en train de défendre les grévistes, je ne voudrais pas que ce soit interprété de cette manière-là, mais je pense quand même que c'est vraiment la manière dont on conduit les changements et qu'on oriente les choses qui fait qu'à l'échelon du fonctionnaire que vous avez en face de vous, qui vient contrôler, comme François l'a dit, la patrouille qui vient contrôler, l'instruction du ministre qui dit soyez bienveillants, le premier contrôle ne doit pas donner lieu à une sanction, et toutes ces initiatives qui sont bonnes sur le principe ne se traduisent pas en réalité. Voilà, alors on appelle ça maintenant, c'est le terme à la mode, l'état profond. Alors, on va prendre une autre question. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. On pourrait faire une autre table ronde. Monsieur. Nicolas Aumonier, j'enseigne la philosophie, l'histoire des sciences à Grenoble. Et je voudrais poser la question du bien commun par rapport à la situation actuelle des retraites. Il me semble que
un certain nombre de partenaires sociaux acceptent sans discuter ce qui est imposé par le pouvoir politique, le cadre de la discussion, c'est-à-dire un système à points. Et l'universalité présentée comme une justice sociale cache, semble-t-il, une appropriation des réserves des régimes spéciaux. Et donc, la base que je fréquente à Grenoble, et je reconnais que la grève ne fait pas partie de ma culture politique, mais je reconnais aussi que quand j'ai un certain nombre de collègues qui se privent volontairement d'un 30e de leur salaire mensuel à quelques jours de Noël, s'ils le font, c'est parce qu'ils ont une certaine idée du bien commun. Et je pense que cette idée du bien commun doit aussi être respectée et que les conditions de la discussion ne semblent pas mûres à partir du moment où, pour avoir lu hier, je dois dire, le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il n'est pas du tout évident à lire ces 137 pages que le système des retraites est durablement, en 2030, déficitaire. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup d'options, beaucoup d'incertitudes. Donc, l'histoire jugera ceux qui, peut-être, ont accepté des conditions de politique trop rapidement, les conditions d'une redistribution trop rapide. Merci voilà. Nicolas Aumonier. Alors, il y avait plus vaste question. Peut-être sur le dernier point, on peut scinder en deux. Le dernier point sur le rapport du corps, et où effectivement, on voit la courbe remonter quand les baby boomers, enfin je vais caricaturer, mais quand ils commencent à mourir, ça va mieux. Donc on est en 2030, etc. Donc est-ce que c'est pas finalement un mauvais moment à passer? Je pense que vous avez commis un petit lapsus, mais il n'y a pas de réserve dans les régimes spéciaux. Ce serait une très très bonne nouvelle. Il y a des réserves dans les régimes du privé comme la Carco, par exemple, le patronat et les syndicats ont géré. Il y a 70 milliards. Il y a des réserves dans les indépendants. Mais tout le problème de la fonction publique, finalement, il n'y a pas de réserve. C'est l'État, c'est-à-dire l'État, c'est vous et c'est moi. Hein. L'argent public, c'est un concept qui n'existe pas, puisque c'est de l'argent privé qui a été prélevé. Donc c'est bien l'impôt. C'est la réalité. Je suis désolé, mais c'est simplement une définition précise de ce que c'est que l'argent public. Il a été prélevé et donc il y a un solde qui est payé, un chèque qui est fait par l'État pour payer tous les régimes spéciaux chaque année. C'est pas un jugement de valeur, c'est une équation économique. Après, en 1945, nos aînés, que l'histoire devrait juger, on décide de faire un système 100% par répartition. On est le seul pays au monde à faire ça. Ce qui veut dire que c'est les actifs qui payent pour les retraités. Donc c'est un système de solidarité intergénérationnelle qui est très, obligeant. Et la démographie, elle est ce qu'elle est. 4 actifs pour un salarié en 1945, 1,7 actifs pour un salarié aujourd'hui, et 4 actifs pour un retraité en 1945, 1,7 actifs pour un retraité aujourd'hui, en 2019, et en 2030, 1,4. Et la démographie, c'est la seule science économique qui ne se trompe jamais, en tout cas à un horizon lointain, parce que... Et donc après, malheureusement, soit on se met à faire des bébés, ce qui serait une chose absolument formidable de mon point de vue, mais il faut s'y mettre maintenant, mesdames et messieurs, et ça n'aura un effet qu'en 2040. Soit malheureusement, il faut trouver des recettes supplémentaires. Et là, effectivement, il y a un débat, hein, alors vous avez raison de le dire, entre certains syndicalistes qui disent qu'il faut cotiser plus, donc il faut que les entreprises et les salariés, hein, on oublie toujours quand on dit plus de cotisation, c'est le pouvoir d'achat aussi. Hein. Et puis l'autre qui est, il faut travailler plus dans des conditions acceptables, pas quand on a un métier pénible, etc. etc. Voilà, le débat, il est là. Hein. François Asselin, sur la deuxième partie de la question dont je parlais au début, qui est sur la mort des baby-boomers, où ça va aller mieux, quand on regarde effectivement les courbes du corps, alors là, on est un peu techno, mais on le voit, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un trou, le régime est gravement en déficit, et ensuite, ça va mieux. Alors, est-ce qu'on ne peut pas tenir quand même avec... Finalement, avec des taux zéro, sans des taux un peu, est-ce qu'on ne peut pas passer le truc comme ça
Allez. Le pire n'est jamais certain. Le paramétrique, c'est quand même pas. Le pas pire très... n'est jamais certain, mais je crois que Geoffroy l'a très bien expliqué. On a tous une responsabilité collective à traiter, qui est effectivement l'évolution démographique entre les retraités de demain et les actifs de demain. Et on pourrait très bien continuer à mettre la poussière sous le tapis, mais il y a un moment où, de toute façon, se poseront des questions qui vont de plus en plus fâcher. Et moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on se retrouve, comme on s'est retrouvé il y a quelques années, dans des situations de psychodrame où il faut absolument se mettre d'accord, sinon c'est la baisse des pensions. Voilà. Alors, je comprends qu'on puisse être anxieux par rapport à cette réforme, parce qu'elle est très complexe. Et tant qu'on ne peut pas se projeter à partir d'éléments factuels, eh bien, on peut imaginer tout et son contraire, le meilleur comme le pire. Toujours est-il que, collectivement, patronat, syndicat, nous sommes quand même attachés à ce régime par répartition. C'est quand même pas rien, mine de rien. Je rappelle que ceux qui sont uniquement basés sur de la capitalisation, aujourd'hui avec les taux négatifs, commencent eux aussi à être très anxieux. Et donc ce régime par répartition ne peut fonctionner que si on est en capacité collective d'anticiper la solidarité des générations. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que moi j'ai 55 ans. Je me trouve quelque part mal à l'aise. Merci bon, Jean. Ça passe c'est sympa. Je me sens quelque part mal à l'aise que je sorte personnellement de cet effort, si effort il y a à faire pour que les retraites restent une promesse pour nos enfants et nos petits-enfants. Je n'en veux pas à la génération de mes parents, de mes grands-parents, qui ont construit ce régime tel qu'il l'était. Mais nous, maintenant, je pense que ça serait une belle chose qu'on prenne notre part de responsabilité. Alors, le régime par points, il n'y a pas de système idéal, on est tous d'accord. Mais en attendant, quand on vous dit que le point acquis sera garanti, ça sera dans la loi, le point acquis sera garanti. Deuxièmement, quand on vous dit qu'il y aura une retraite minimale de 1 000 €, je peux vous dire que ça fait rêver plus d'un agriculteur et plus d'un commerçant ou d'un artisan. Ceux-là, ce sont des actifs aussi, il ne faut pas les oublier. Et concernant les régimes spéciaux, on peut comprendre qu'ils soient très anxieux. Pourquoi ? Parce que quelque part, les jeux, enfin le jeu a été pipé dès le départ. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas revisité l'organisation du travail dans ces grandes fonctions de l'État, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit d'autres fonctions publiques, la SNCF, etc. Et qu'on leur disait, écoutez, vous inquiétez pas, dernière année, vous aurez le coup du chapeau, et en 6 mois, vous allez avoir une retraite jusqu'à la fin de vos jours plutôt confortable. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, effectivement, quand on demande à tous les actifs d'avoir la même durée de travail et des cotisations identiques, en tout cas une assiette identique, et bien là, ça ne marche plus, parce qu'on n'est pas tous sur la même ligne de départ. C'est pour ça que pour que cette réforme réussisse, il faudra du temps, beaucoup de pédagogie, et en même temps, beaucoup de réformes, y compris dans l'éducation nationale, dans la SNCF, etc. Et c'est maintenant, si jamais cette réforme va au bout, que le travail commence pour l'exécutif. Parce que du côté des gens comme nous, du privé, profession libérale, indépendant et même salariés du privé, le boulot a été fait. Il faut dire les choses. Les caisses sont à l'équilibre et il y a même des réserves. Alors, 2 questions super courtes, me dit-on. Mais vraiment... Alors, bonjour. Ah, pardon, madame. Je vais vite. Stéphanie Simpson, ancienne lauréate Réseau Entreprendre. J'ai une question qui dénote un petit peu. La semaine dernière, OCHA, un organisme qui dépend des Nations Unies, a annoncé que l'année prochaine, les grands enjeux sont ceux du climat. Bon, ce n'est pas juste l'année prochaine, c'est déjà, mais voilà, ça sera un des focus. Les femmes, les enfants, les personnes souffrant de handicap et la famine dans le monde. Il y a de graves famines liées au climat également. Je travaille aujourd'hui dans une ONG, j'ai travaillé auparavant dans la finance internationale et j'ai aussi travaillé dans une start-up. Ces 3 mondes ne se parlent pas. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une plateforme pour faire en sorte que les start-up, par exemple,
porteuses d'idées novatrices pour le bien social puissent avoir des contacts avec des ONG qui, elles, ont les audiences. Je sais que Mme Mullier et M. Ray en ont parlé. Allez voir les gens du terrain et les entreprises qui ont peut-être des financements ou des modèles d'affaires pour soutenir tout ça. Mais existe-t-il des ponts, des plateformes? Alors, je crois que Blandine, est-ce que vous correspondez pas un peu, vous n'êtes pas un peu le portrait robot de ça, une forme de plateforme Oui, la Fondation est une plateforme, effectivement. Visiblement, ça ne se fait pas suffisamment puisqu'il y a des propositions à faire. Mais on peut se revoir pour en parler parce que, d'abord, je ne vais pas faire l'explication de ce que fait la Fondation, je vois l'heure qui tourne, mais on peut en reparler. Mais moi, ça me paraît absolument... Ah pardon, je crois que vous étiez là-haut. non, ça me paraît absolument correspondre à ce que fait, en tout cas certaines des activités de la Fondation. Je vous recommande de vous mettre en contact. La dernière question, non, il n'y a plus de dernière question. Il me reste à vous remercier de votre disponibilité et voilà, je crois qu'on peut applaudir notre panel. Voilà, et vous êtes attendus sans transition, au moins un pour les ateliers.